Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 17 septembre 2025 et notre ami le colonel Larry Wilkerson est de retour parmi nous. Bienvenue, Larry. Ravi d'être avec vous, Nima. Quelle belle chemise vous portez. Dès que j'ai enfilé ma tenue hawaïenne ce matin, j'ai commencé à penser à Oahu et aux 5 merveilleuses années que j'y ai passées. Larry, commençons. Merci de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher plus de monde. Et commençons, Larry, par l'affaire Charlie Kirk. Tout est tellement chaotique. C'est un énorme désordre après les événements. Certaines personnes essayent même de revendiquer l'assassinat. On a même vu Donald Trump et la vice-présidente s'exprimer à propos de Charlie Kirk. La gauche, la droite, tout le monde donne son avis. Mais voici ce qu'a dit Tucker Carlson. Netanyahou est devenu fou d'une certaine manière. On le voit tweeter, 4 tweets, 5 tweets, juste après l'assassinat. Il affirme que l'un des principaux soutiens d'Israël était Charlie Kirk. Mais il semble que Charlie Kirk ait changé d'avis à propos d'Israël, et cela lui a pris du temps. Mais il avançait dans une direction qui ne plaisait à personne dans l'administration Netanyahou. Voici ce que Tucker Carlson a déclaré. Netanyahou, et il me l'a dit à de nombreuses reprises, et il l'a dit à son entourage à de nombreuses reprises, il considérait que Bibi Netanyahou était une force très destructrice. Il était consterné par ce qui se passait à Gaza. Par-dessus tout, il était amer parce qu'il pensait que Netanyahou utilisait les États-Unis pour mener ses guerres dans l'intérêt de son pays, et que c'était honteux, embarrassant et mauvais pour les États-Unis. Et il en était irrité. Il ne détestait pas Netanyahou. Il n'était pas là à brandir une pancarte pour le dire. Mais il me l'a clairement exprimé, ainsi qu'à beaucoup d'autres personnes. Et il ne fait aucun doute que les défenseurs de Bibi sur Internet diront que je suis un menteur ou un cinglé. Mais c'est un fait. Et il existe suffisamment de messages textes pour que je pense que cela puisse probablement être vérifié assez rapidement. Pas que ce soit nécessaire, car c'est vrai. Peu après ce discours, il y a eu une attaque très intense contre Charlie, et dans une certaine mesure contre moi, même si je ne l'ai pas vraiment remarqué. Mais pour lui, je n'ai pas de donateur. Lui, il avait des donateurs à hauteur de 100 millions de dollars. Et donc, parce qu'il était impliqué dans un projet différent de simplement bavarder sur Internet, ce qui est mon métier, il dépendait en grande partie de ses donateurs, bien sûr. C'est une organisation à but non lucratif. Et ils se sont acharnés sur lui et l'ont tourmenté. Pas tous, bien sûr. Beaucoup l'ont soutenu. Mais ceux qui ont été offensés par mon discours. Et il y avait un petit groupe très intense qui a tourmenté Charlie Kirk jusqu'au jour de sa mort. Quel est ton avis, Larry, sur l'endroit où cela s'est produit et sur la façon dont Netanyahou a essayé de s'attribuer le mérite de son assassinat? Il a dit qu'il s'agissait de radicaux islamistes, ou peu importe ce qu'il avait en tête, ainsi que le président des États-Unis. Il a dit que c'était l'extrême gauche. Netanyahou a dit que ce sont des islamistes. Des islamistes radicaux l'ont assassiné. Qu'en penses-tu? Mon point de vue est vraiment assez complet, car j'ai fait beaucoup de recherches au cours des dernières 48 heures. J'ai écouté beaucoup de personnes, y compris cet épisode-là de Tucker, Candace, Young, d'autres, les Young Turks. J'ai écouté des gens au sein de mon propre parti républicain. Et il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas encore été explorées et qui sans aucun doute le seront avec le temps. Mais elles ont été évoquées, Tucker en a abordé certaines ici. Et la première question est, qui était exactement Charlie Kirk? L'une des choses sur lesquelles je suis tombé, je ne connais même pas la femme, je ne sais même pas dans quelle source elle publiait ou écrivait, mais je l'ai lu parce que les premiers paragraphes ont attiré mon attention. Elle s'appelle Rachel Bitkofer.
J'espère que je le dis correctement. Elle a commencé par décrire qui était Charlie Kirk en des paragraphes très concis, que je trouve précis. La première chose importante à comprendre, c'est qu'il était dans le business de l'argent, vraiment dans le business de l'argent, depuis l'âge de 17 ans. C'était tout simplement un génie pour exploiter ce qu'elle appelle l'indignation, en particulier au sein du Parti républicain et du groupe MAGA, afin d'attirer des donateurs et de l'argent pour continuer à étendre et à approfondir son influence, la rendant encore plus profonde et plus globale. Et bien sûr, cela a croisé la route du mouvement MAGA, et il a largement contribué à l'élection de Trump, cela ne fait aucun doute. Mais voici la phrase qui a le plus retenu mon attention. Je veux le citer, il a fabriqué de l'indignation et l'a monétisée. C'est à mon avis une description parfaite de ce qu'il a fait. Ensuite, je suis descendu en bas de l'article où elle explique ce que tout cela signifiait, y compris son récent changement de position concernant Israël. Puis elle arrive à la fin et livre une phrase qui est tout simplement percutante. Elle dit « Le tueur, l'assassin qui est maintenant en garde à vue, apparemment. On ne sait plus quoi croire dans ce monde d'assassinat de JFK et avec le FBI que nous avons aujourd'hui. » Mais elle arrive à cette phrase finale et elle dit « Le tueur pensait peut-être tuer le fascisme, mais il ne faisait qu'ouvrir la porte et dérouler le tapis rouge pour lui. » Et c'est exactement ce que font Trump, Vance et d'autres comme eux. Miller, par exemple, Stephen Miller. J'ai montré une photographie de Reinhard Heydrich, l'homme de la solution finale à Wannsee en Allemagne pour Hitler, l'homme qui a poursuivi la solution finale. J'ai montré une photo, et ensuite j'ai montré une photographie de Stephen Miller. La ressemblance biologique est tout simplement trop frappante. Miller est ce genre de personne pour Trump et pour Vance. Et peu importe le poste qu'il occupe, il orchestre une grande partie de cette haine et de cette indignation dont elle parlait, que Kirk utilisait pour maintenir les républicains au pouvoir et pour garder le mouvement MAGA solide. Maintenant, je ne le critique pas pour cela. Parce que c'est ce qu'il pensait devoir faire dans sa propre tête. Il croyait que depuis ses 17 ans, il construisait cette dynamique dans le pays, des tournants, vous voyez, et tout ça. Il changeait le dialogue, ce qui me dégoûte aussi d'ailleurs. Le dialogue sous Biden, Blinken et Sullivan était corrompu, tout aussi corrompu que n'importe quoi, à droite. Et lui essayait de changer cela, et je pense qu'il croyait vraiment qu'il en était capable. Et il l'a fait. Mais ensuite, il arrive à un point où lui et Netanyahou en particulier, mais je pense aussi lui et le gouvernement qui dirige et tue actuellement en Israël, il a atteint un carrefour. Et je pense qu'il a commencé à reculer à ce carrefour, surtout face à la véhémence et à l'horreur absolue de Bibi Netanyahou. Et Tucker l'a plus ou moins mentionné, et d'autres l'ont évoqué dans des interviews que j'ai regardées. Tu le connais bien mieux que moi. Je ne le connaissais pas du tout. En fait, j'ai honte de l'admettre. Je n'avais même jamais entendu parler de son organisation avant l'assassinat. J'ai donc dû me plonger rapidement dans des recherches. J'admire un peu ce type pour sa capacité à rassembler, aussi rapidement qu'il l'a fait, un public fidèle. Mais ensuite, j'ai regardé certains des derniers épisodes où il parlait à de jeunes républicains, dans certains cas de jeunes républicains qui étaient des Américains juifs. Et il les convainquait. Il leur disait qu'ils devaient être plus sceptiques, qu'ils devaient observer ce qui se passe, qu'ils devaient comprendre ce qui se passe. Et il changeait clairement d'avis sur le génocide, sur la profondeur du génocide, l'ampleur du génocide, et sur la mendacité propagandiste et mensongère de Bibi Netanyahou. Et c'est pour cela que Netanyahou a réagi si vite, parce qu'il ne voulait pas que tout cela soit révélé. Il ne voulait pas que ces informations soient divulguées,
surtout aux donateurs et aux autres personnes qui soutenaient Kirk. Et je pense qu'il est trop tard, Bibi. L'information circule. Et sa lecture de la lettre, par exemple, de Kirk, était très sélective, extrêmement sélective. Et Candace Young l'a en quelque sorte révélé. Et Bibi était en mode correction totale, en pleine propagande politique. Je mentirai autant qu'il le faudra. Et cela devrait être très embarrassant pour Bibi. Mais ce que j'ai compris, je pense, je ne le connais pas personnellement, mais ce que j'ai compris, c'est que la gêne ne fait pas partie de son caractère. Il avance coûte que coûte. S'il fait une erreur, il s'entête dans son erreur. Il dit que c'est quelqu'un d'autre qui a fait l'erreur. S'il bombarde un allié à Doha, il dit « je m'en fiche, j'en bombarderai un autre. Je bombarderai la Turquie si besoin. Je bombarderai Damas si besoin. Je l'ai déjà fait. Ai-je besoin de prouver quoi que ce soit concernant ma responsabilité dans ces crimes de guerre qui sont commis partout au Levant? Bibi est un individu vraiment différent. C'est un meurtrier, un menteur, un tricheur et un voyou à la tête d'une puissante machine militaire, de moins en moins puissante chaque jour, que les États-Unis soutiennent à fond. Et laissez-moi ajouter autre chose, Damon. J'ai regardé Doug McGregor en parler. Et j'aime bien Doug McGregor, et je pense qu'il a en grande partie raison. Mais même au sein de mon propre Eisenhower Media Network, j'ai des gens qui ne sont pas d'accord avec moi sur ce point. Je ne pense pas que la question soit qu'Israël contrôle l'Amérique. C'est l'Amérique qui utilise Israël. Et il faut comprendre ce parapluie stratégique dont je parle. L'un des membres de mon Eisenhower Media Network ne comprend tout simplement pas la stratégie. Ce qui se passe, c'est que l'État profond dans ce pays est le cercle de Davos, et McGregor a raison là-dessus. Les mondialistes, les néoconservateurs, peu importe comment on les appelle, le cercle de Davos, comme j'aime les appeler, le cercle du Forum économique mondial, le groupe dont Friedrich Merz était membre et l'est toujours, par exemple, et que BlackRock incarne à l'échelle mondiale. Ce groupe, qui soutient l'Empire, sait que le pouvoir est en train de passer de lui à la Chine. Point final. Il le sait, il le comprend viscéralement, et il se moque de ce que Bibi fait en Asie du Sud-Ouest, au Levant, parce qu'il considère ce chaos, ces ravages, ce pillage et ce saccage comme des instruments pour finalement atteindre la Chine. Et qu'a fait Bibi à l'instant? Qu'a fait Bibi à l'instant? Il a mentionné la Chine. Il a mentionné la Chine comme la menace ultime. Et maintenant, il essaye de nous pousser vers Taïwan et vers une guerre que personne ne souhaite, ni la Chine ni nous, j'espère. Mais il veut utiliser cela, et il l'intuit. Il comprend que cette terminologie guerrière, cette intelligentsia, ce cercle de Davos, ces mondialistes, ces néoconservateurs, ils veulent s'en prendre à la Chine et ils veulent le faire militairement, et ils utiliseront des armes nucléaires si nécessaire. Et maintenant Bibi l'a compris, et Bibi a rejoint le mouvement. Nous devons nous attaquer à la Chine et je serai avec vous. Je couvrirai vos arrières. C'est insensé, Nima. Insensé. Oui, Mais en réalité, l'Amérique est derrière tout cela. L'Amérique est derrière tout, y compris la parodie, le génocide, la catastrophe qui se déroule non seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, de plus en plus en Syrie et au Liban, et peut-être ailleurs. Et lorsque la guerre éclatera, celle que toi et moi savons inévitable contre ton pays d'origine, quand elle arrivera, la voie que nous prendrons à travers cette guerre mènera à la Chine. Mais je ne pense pas que nous survivrons à cette guerre. je pense que c'est un pari très risqué, Larry, de mettre tous tes œufs dans le panier d'Israël. Eh bien, ils ne sont pas seulement dans le panier d'Israël. Ils sont dans le panier de Zelensky,
Et ils sont aussi dans ce que j'appellerais le panier du flanc nord de l'OTAN, parce que nous travaillons sur l'Arctique. Et ces derniers chiffres qui viennent d'être publiés par des personnes compétentes, je pense aux grandes compagnies pétrolières et à d'autres, concernant la quantité de méthane et de pétrole brut sous l'Arctique, vont aggraver la situation de façon majeure. Parce que la Russie a le meilleur accès à tout cela et a plus ou moins donné à la Chine le feu vert. Oui, Moscou a dit à Pékin, à Xi Jinping, Poutine à Xi Jinping, nous comprenons que vous cherchez à obtenir le droit d'agir dans l'Arctique, même si vous n'avez pas de littoral. Venez utiliser le nôtre. C'est essentiellement ce que la Russie a dit. C'est ce que nous avons forcé à se produire entre Pékin et Moscou. Désormais, la Chine va devenir une grande puissance arctique par l'intermédiaire, si l'on veut, de Moscou. Larry, l'attaque. Je pense que ce qui se passe en Asie de l'Ouest, au Moyen-Orient, revêt une importance particulière, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour la Russie et la Chine. C'est particulièrement vrai pour la Chine, car la sécurité de la Chine dépend du Moyen-Orient et de l'énergie qui va du Moyen-Orient vers la Chine. Pas tant que la Russie et la Chine coopèrent pleinement. Je veux dire, la Russie possède d'immenses ressources. Elles sont à peine exploitées. La Russie dispose de vastes ressources. Et quiconque pense que 148 ou 150 millions d'habitants est le signe d'un manque de puissance de la Russie se fait vraiment des illusions. Regardez les fuseaux horaires. Regardez l'immensité de la Russie. Regardez les ressources naturelles de la Russie, à peine exploitées à ce stade. L'Union soviétique n'avait pas la technologie. Elle n'avait pas les moyens d'exploiter cette immense gamme de ressources en Russie. Dans certains cas, ils ne savent même pas ce qu'ils possèdent, car c'est tellement vaste que cela n'a pas été exploré. Ils pourraient avoir des terres rares en abondance, tout comme nous, mais nos circonstances politiques ne nous permettent pas de les exploiter dans la plupart des cas. Mais la Russie n'a pas cette inhibition. C'est ça l'immensité de la Russie. C'est la profondeur de leurs ressources stratégiques dont je parle. Personne ne sait vraiment, même Poutine ne sait pas ce qu'elles sont, mais elles sont potentiellement énormes. Je comparerai la Russie aujourd'hui en termes de ressources naturelles à ce que nous étions lorsque l'Empire britannique nous a perdus, en 783 à 784, à cette époque-là. C'est ce que nous avions. La providence divine, comme le disait Washington, avait béni ce pays avec d'énormes ressources. Et Washington ne savait même pas que nous allions traverser le Mississippi, aller jusqu'au Pacifique, jusqu'au sud du Texas et jusqu'à la frontière canadienne pour former une nation aussi grande qu'elle l'est aujourd'hui. Et il savait déjà que nous avions des ressources incroyables. La Russie fait probablement 2 ou 3 fois plus que cela. Et ces oléoducs en sont le reflet. Ces oléoducs qui fonctionnent actuellement, qui sont en construction ou envisagés, vont acheminer du pétrole brut vers la Chine. Et en même temps, la Chine est en avance sur le monde, Nima. En avance sur le monde pour faire ce qu'il faut afin de répondre à la crise climatique, en passant des combustibles fossiles à une combinaison d'énergies renouvelables, nucléaire, éolien, solaire, etc., à l'avenir. La Chine est aussi en tête dans cette course, et compte tenu de sa taille et de son engagement passé envers le charbon, puis envers les combustibles fossiles, autres que le charbon, le pétrole brut, etc., c'est un accomplissement énorme. La Chine nous devance dans la transition de l'ancien vers le nouveau. C'est un pays qui le mérite. Et je ne parle pas ici des systèmes politiques. Je parle de la réalité, du pouvoir, de la théorie de John Mearsheimer, du pouvoir. C'est de cela que je parle. La Chine est en train de devenir un mastodonte, le pays le plus puissant du monde dans tous les aspects de la puissance nationale, y compris la puissance militaire, y compris la puissance navale, au sein de cette armée, y compris l'économie.
Oui, c'est ça qui effraie ces gens. Ça leur fiche une peur bleue. Ils ne savent pas s'il faut changer de camp et aller dans cette direction, pour ainsi dire, ou rester avec le groupe et inévitablement sombrer dans une guerre nucléaire. Parce que c'est la seule façon d'arrêter ce transfert de pouvoir. Et quand on l'arrête avec des armes nucléaires, on met probablement fin à la vie humaine, si ce n'est pas à toute, alors à une très, très grande partie. D'après ce que je comprends, Larry, après tout, s'ils peuvent d'une manière ou d'une autre menacer la sécurité de la Russie par la frontière sud, et parce que le cas de l'Ukraine, je pense, est réglé, ils ne pourront plus rien faire d'autre en Ukraine. Eh bien, cela peut encore faire saigner la Russie. Je veux dire, oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous pouvons encore continuer à envoyer du matériel là-bas, mais je pense que tu as raison. Franchement, je pense que Zelensky n'en a plus pour longtemps. Doug a dit ce matin, Doug McGregor a dit ce matin qu'il a 1,1 milliard de dollars, je crois. Il a des avions, il a une dacha en Floride, il en a une autre quelque part en Suisse ou quelque chose comme ça. Je veux dire, il pourrait quitter les lieux à tout moment et disparaître dès demain. Je ne suis pas sûr qu'il échappera à la vengeance que les Ukrainiens peuvent exercer cependant. Je veux dire, rappelle-toi, je suis le gars qui a dû gérer le type à qui on a dit qu'on avait mis une pastille nucléaire dans sa nourriture et qu'on a accusé la Russie. Oui, eh bien, nous avons découvert que ce n'était probablement pas la Russie. C'était probablement quelqu'un de son propre clan en Ukraine. Maintenant, certains d'entre eux étaient peut-être russophiles. Je ne sais pas. Mais je te le dis, l'Ukraine avec laquelle j'ai eu affaire, Nima, était une kleptocratie. Je n'avais aucun doute là-dessus. C'était une kleptocratie. Je venais tout juste de travailler avec le groupe de travail sur la Corée du Nord, le groupe le plus sophistiqué jamais mis en place par le département d'État et l'ensemble des agences gouvernementales américaines, plus de 70 personnes. C'était un groupe incroyable, avec tous les niveaux d'expertise, du secret service au FBI, en passant par le renseignement. Et laisse-moi te dire, nous avons qualifié la Corée du Nord d'État criminel. L'Ukraine était pareil, et je soupçonne que c'est toujours le cas, avec Zelensky comme l'un des principaux criminels. Et nous sommes tombés dans le panneau. Nous, les Américains, nous sommes laissés berner parce que Joe Biden, Tony Blinken et Jake Sullivan n'ont cessé de répéter. Et les médias traditionnels, le Washington Post, le New York Times, le Wall Street Journal, tous ont suivi le mouvement, affirmant que l'Ukraine était un grand pays en quête de démocratie parce qu'ils y avaient d'importants investissements. Et d'importants investissements aussi dans le complexe militaro-industriel. C'est une erreur tragique, Nima, que nous ayons fait cela. Mais ce n'est pas encore fini. Tu te souviens du vieux dicton de Don Meredith, des Dallas Cowboys? Ce n'est pas fini tant que la grosse dame n'a pas chanté. Eh bien, la grosse dame n'a pas encore chanté. Elle a chanté pour l'armée ukrainienne. C'est fini pour eux. Ils sont cuits. Mais elle n'a pas chanté pour la façon dont les Européens, en particulier l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, vont continuer à alimenter cela. Et l'UE, et nous aussi d'ailleurs. Trump, et je suis d'accord avec Doug McGregor là-dessus, Trump est devenu un idiot. Non seulement il n'arrive pas à prendre une décision concernant l'Ukraine, ce qui serait simple, arrêter, tout arrêter, et dire à vos alliés européens que vous arrêtez tout, et leur dire qu'ils devraient probablement faire de même. Mais il ne le fera pas. Et je suis d'accord avec Doug. Je n'arrive pas à comprendre. C'est tout simplement de l'imbécilité. C'est de la stupidité. C'est de la bouffonnerie, mais une bouffonnerie très dangereuse. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ne prend-il pas la décision? Il a dit qu'il le ferait avant l'investiture. Il a dit qu'il le ferait après l'investiture. Il a complètement et lamentablement échoué. Et c'est armée, sa guerre. Il a tout échoué.
Et s'ils parviennent à créer une sorte de situation à la Idlib en Ukraine, un conflit continu sans fin, il semble que ce soit le scénario envisagé par les Européens ainsi que par l'establishment aux États-Unis. En tenant compte de cela, s'il continue, vous avez mentionné que le cas de l'Ukraine consiste simplement à saigner la Russie dans cette région. En ce qui concerne la partie sud, ils cherchent toujours à provoquer un changement de régime en Iran. Je ne sais pas si vous avez vu Steve Bannon en parler. Voici ce qu'il a dit, Larry. D'ailleurs, Charlie Kirk trouvait cela absurde lui aussi. Charlie Kirk pensait que le changement de régime en Iran ou une guerre contre l'Iran était absolument absurde. Oui, en fait, il en a parlé avec l'administration. Voici ce que dit Steve Bannon, Larry. Vous avez Rubio au milieu, en Israël en ce moment. Et croyez-moi, mes sources sont irréprochables. Ils poussent toujours pour un changement de régime en Iran. Oui, oui, oui. Ne pensez pas que vous êtes tiré d'affaire, loin de là. Bolsonaro va aller en prison pour 27 ans. 27 ans. Le Pen, ils veulent l'envoyer en prison. Vous voyez le schéma qui se dessine ici. Oui, il parle de l'Iran. Il cherche toujours à provoquer un changement de régime en Iran. Le cerveau de ce qui se passe, si l'on peut supposer cela, c'est qu'ils veulent maintenir l'Ukraine dans la guerre, un peu comme Idlib en Syrie. Ils ont gardé la ville, la Turquie nourrissait ces gens, ces radicaux à Idlib, mais finalement, ils ont renversé Assad. Et s'ils font quelque chose dans le sud, alors, tu as mentionné à quel point la Russie est importante pour la Chine, puis c'est ça que c'est ça la Chine. Oui, c'est une stratégie vouée à l'échec avant même de commencer, Nima. Quand on y regarde de plus près, les Soviétiques utilisaient une expression appelée corrélation des forces. Et tu sais ce que ça signifie. En général, ça veut dire combien ils en ont, combien tu en as, et ainsi de suite. Et la corrélation des forces, dans ce cas précis, est tout simplement défavorable à l'Empire américain, y compris Israël. La corrélation des forces, à petite échelle, au Levant en ce moment, est nettement défavorable à Israël. Je ne pense pas qu'Israël va durer beaucoup plus longtemps en tant qu'État, certainement pas en tant qu'État juif. Donc Bibi a découvert la Chine, et il a découvert que l'Iran pourrait être une voie vers la Chine. Alors, faisons d'une pierre deux coups. Allons en Iran, faisons tomber le régime, provoquons un changement de régime là-bas, et ensuite nous utiliserons cet impact sur la Chine parce que cela arrêtera le chemin de fer du Sud. Cela y mettra un terme. Maintenant, nous l'avons pratiquement stoppé au centre avec l'Ukraine. Il est prêt à démarrer. Je veux dire, c'est presque comme si la locomotive était sur la voie avec 400 wagons derrière elle et qu'elle ne pouvait pas avancer à cause de l'Ukraine. C'est ce que nous faisons. Nous essayons d'arrêter ce mouvement inexorable de la Chine vers le reste du monde, si vous voulez, et par là, de submerger la concurrence dans l'Empire. Et Bibi est tombé là-dessus par hasard. Et Bibi a déjà une raison de le faire, et je pense que Trita Parsi avait raison. Bibi allait déclencher une guerre avec l'Iran avant Noël, peut-être même plus tôt que ça, peut-être avant la fin de ce mois. Il va ouvrir un nouveau front avec l'Iran, et à ce moment-là, tout sera possible parce qu'il sera en grand danger au point de perdre gravement, et il devra faire appel aux États-Unis. Et alors, comme je l'ai déjà dit, ce sera 10 ans, 2000 milliards de dollars, des pertes humaines horribles, et cela ressemblera à l'Irak à la fin ou pire, ou à l'Afghanistan ou pire. Et ce sera la fin de l'Empire pour toute fin pratique. Mais c'est ce à quoi nous faisons face ici en termes d'intention géostratégique. Et cette intention est financée par ces financiers, les Rothschild, les JP Morgan. Ils ont toujours été là, tout au long de l'histoire. Ils étaient là à l'époque de l'Empire romain. Cassius a un air maigre et affamé.
eh bien il était aussi très riche. Ces gens sont toujours derrière ces guerres. Et c'est ce qui pousse tout cela, parce qu'ils ne veulent pas changer de drapeau. Et je ne parle pas seulement de l'Amérique, je parle de Londres, je parle de Genève. Je parle de beaucoup de gens qui ont un intérêt direct dans cette conception actuelle du monde, où l'empire américain est prédominant. Ils comprennent que ce qui se passe est probablement inévitable, mais ils veulent tout faire pour l'arrêter, ou le ralentir, ou peu importe, pour rendre le jeu plus équitable. Peut-être que certains d'entre eux le pensent. Ce qu'ils vont faire, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'ils vont forcer ce consortium, qui comprend maintenant la Chine, l'Inde et la Russie, et probablement les 2/3 de la population mondiale en termes de soutien, à devoir utiliser la force contre l'Empire. Je ne pense pas qu'ils en prendront l'initiative. Je pense que c'est l'Empire qui commencera, et Netanyahou en est un parfait exemple, en commençant par l'Iran. Mais comme je l'ai dit, il l'a maintenant compris. Il parle déjà de la Chine, une façon de s'en prendre à la Chine, Taïwan, une façon de s'en prendre à la Chine. Je veux dire, il joue toutes les cartes qu'il a en main pour survivre politiquement et éviter la prison. Et il comprend ce qui se passe en Israël. Il est en train de détruire Israël. Larry, comment as-tu trouvé le sommet à Doha? Nous voyons que la Syrie participe au sommet. Je n'aurais jamais pensé que tous ces pays seraient réunis. Imagine seulement ce que c'était avant, pendant la guerre, le conflit entre le Yémen et l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, avec les États-Unis, attaquaient le Yémen, et le Yémen leur répondait. L'Iran soutenait le Yémen. Il y avait une énorme division à cette époque. Cette époque est révolue. Oui, nous les avons unis aussi. Nous rassemblons tous les ennemis possibles que nous pouvons imaginer dans le monde. Maintenant, j'ai écouté, je ne me souviens plus si c'était le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères, je crois que c'était le ministre des Affaires étrangères du Qatar. Il a tenu des propos très forts, mais c'est à peu près tout ce qu'ils font à propos de Netanyahou. Je veux dire, il l'a traité de narcissique, de tueur, de génocidaire. Il l'a insulté de toutes sortes de noms en anglais. Mais les amener à agir, c'est autre chose. J'ai découvert hier les derniers chiffres sur combien, et cela une longue histoire, comme vous le savez sans doute, lorsqu'ils isolaient le Qatar, quand ils les isolaient les autres États arabes, en particulier la petite Sparte, les Émirats et l'Arabie saoudite elle-même, la Turquie est devenue une grande alliée. Vous ne le savez peut-être pas, mais la Turquie a en fait envoyé des troupes au Qatar. Elles étaient là pour dire au reste de la Ligue arabe et au CCG, si vous venez ici, pour vous en prendre à ce petit, je serai avec lui. La plupart des gens passent à côté de cela, mais c'est arrivé. En conséquence, je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui circule du Qatar vers Ankara. Et c'est aussi le cas pour nous, dans une certaine mesure. Je crois que j'ai mentionné dans votre émission que si j'étais à Riyad, je ferais pareil. Je leur enverrais beaucoup d'argent et je leur dirais « Allez-y, faites ce que vous avez à faire, surtout en Syrie. » Je ne savais pas à ce moment-là que le Qatar envoyait autant d'argent à Ankara, mais c'est le cas. Et cela constituerait une coalition, si vous voulez, qui pourrait être efficace, vraiment efficace, parce que la Turquie dispose d'une armée capable de changer toute la dynamique au Levant en un instant comme ça. Et si elle recevait des financements pour que cela ne coûte pas trop cher à la Turquie, étant donné que la situation économique est actuellement si désespérée, en grande partie à cause des erreurs d'Erdogan. Mais si vous pouviez faire cela, peut-être même promouvoir ce ministre des Affaires étrangères, vous savez, il faudrait organiser des élections et tout ça pour qu'il devienne le dirigeant, parce que je ne sais même pas si Erdogan est encore pleinement maître de ses facultés parfois. Donc je l'écoute. Mais ce serait aussi un vrai changement de dynamique,
que la Turquie entre soudainement dans l'arène de manière redoutable, soutenue et financée par les Arabes inefficaces. Je veux dire, c'est comme ça qu'ils aiment opérer. Ils préfèrent que quelqu'un d'autre fasse leur sale boulot à leur place et ils paient la note. Cela pourrait arriver. Nous sommes face à tout un éventail de possibilités au Levant en ce moment. La plupart causées par l'incompétence totale de Bibi Netanyahou, vraiment une incompétence qui ne fait que croître chaque jour. Cette dernière attaque contre un allié, Doha, en est un exemple parfait. Et ses réactions et déclarations par la suite l'ont été encore plus, puisqu'il a dit qu'il attaquerait quiconque. Il aurait besoin d'attaquer à tout moment, qu'il s'agisse d'un allié ou non. Je veux dire, il est devenu presque ridicule dans sa suffisance. Je pense que leur position est la suivante. Lorsque nous avons appris que le ministre israélien des Affaires de la diaspora a déclaré que le nouvel axe du mal était composé de la Turquie, de la Syrie et du Qatar, c'était nouveau. C'est nouveau pour la région. Et maintenant, ils doivent se battre. Au moins, nous avons deux factions. J'aurais préféré que George W. Bush n'ait jamais inventé cette formulation. Je sais qu'il a fait. Je connais le rédacteur de discours qu'il a écrite. Il voulait imiter le rédacteur de discours de Ronald Reagan. Vous savez, l'empire du mal. Cette expression, l'empire du mal, c'est Tony Dolan, le rédacteur, qui l'a trouvée. Ce rédacteur, un jeune gars, essayait de trouver une expression équivalente. L'axe du mal, n'est-ce pas? C'est comme ça que ces choses naissent. Un jeune rédacteur de discours se dit « Oh, c'est vraiment génial, mettons ça dans la bouche du président. » Et ça reste. Je suis désolé, continuez. Mais l'issue de l'argumentation, la rhétorique, a tout de même son importance. Car lorsque vous placez le Qatar dans l'axe du mal, vous parlez de l'un des partenaires les plus importants, ou plutôt, pas un allié, mais l'un des partenaires les plus importants. Ce n'est pas un allié de l'OTAN, c'est un allié hors OTAN, comme vous l'avez mentionné. D'une certaine manière, cela contredit la vision des États-Unis à l'égard du Qatar. Parce que qui va en décider? Comme vous l'avez dit, Netanyahou a déclaré « Nous allons attaquer encore et encore. Nous allons recommencer sans cesse. » Mais le président des États-Unis a dit à l'émir du Qatar qu'il n'y aurait pas d'autres attaques. Qui va croire ce que dit Donald Trump? Je pense qu'il est peut-être sérieux à ce sujet, et tout ce qu'il a à faire, c'est dire cette réalité au commandant du Central Command, lui dire d'arrêter les attaques et lui laisser la suite. Je veux dire, le concept des opérations serait entre les mains du commandant des forces combattantes. Mais c'est déjà ce qui s'est passé. Ils ont laissé Hegseth ne sait pas ce qu'il fait. Hegseth n'a aucune idée de ce qu'il fait. Donc il a laissé au commandant du Central Command le soin de définir la manière dont nous répondrons au Levant. Il y a deux façons de faire cela avec l'armée. On peut leur donner des ordres très précis, comme par exemple Lincoln l'a fait pendant notre guerre de sécession à des moments critiques. Ou bien, vous pouvez simplement leur donner un concept général d'opération, comme par exemple, ne laissez personne en Israël attaquer Doha à nouveau. Voilà le concept d'opération. Et il peut déterminer comment il va s'y prendre. Il peut le faire en étant dans l'état-major, ce qu'il est déjà en Israël, très impliqué au sein de l'état-major de la défense israélienne. Il peut demander à son officier de liaison sur place de dire « Si vous faites ça, je vous abats ». Je veux dire, il peut le faire. Nous avons fait cela pendant la première guerre du Golfe, Nima. Ash Bush a demandé à Jim Baker d'aller en Israël et de dire à l'armée de défense israélienne et au premier ministre de l'époque « Vous ne répondrez à aucun missile Scud tiré d'Irak sur Israël ». Et Saddam Hussein a tiré quelques Scuds sur Israël,
Et ils n'ont pas répondu parce que nous leur avions dit que s'ils le faisaient, nous leur donnerions une sérieuse correction. Vraiment une sérieuse correction. Le dernier président qui a vraiment traité avec Israël de manière raisonnable était George H.W. Bush. Il ne tolérait aucune opposition à ce qu'il voulait faire. C'est pour cela qu'il a été battu, parce que AIPAC a apporté son soutien à Bill Clinton et a fait battre George H.W. Bush. Voilà comment cela se passerait. Et si le président dit au commandant du Central Command basé à Al Udeid, la base à Doha ou au Qatar, s'il dit ne les laissez pas recommencer, ils ne les laisseront pas recommencer. Vous avez évoqué cette période où l'Arabie saoudite, avec les Émirats arabes unis, a tenté d'isoler le Qatar en raison de leurs désaccords. Et la Turquie, comme vous l'avez mentionné, a envoyé des troupes au Qatar. Mais l'Iran a également aidé le Qatar avec des médicaments, de la nourriture, tout. Ils ont dit, vous pouvez utiliser notre espace aérien. Et d'une certaine manière, ils ont beaucoup aidé à cette époque. Je pense qu'ils ont réglé leurs différends concernant un champ pétrolier dans lequel ils avaient tous les deux des pipelines. Ils se sont rapprochés. Exactement. Cela a été un tournant dans la relation entre l'Iran et le Qatar. Larry, nous avons appris lors de ce sommet qu'il y a eu une rencontre entre le chef du Conseil de sécurité iranien, Ali Larijani, et le prince héritier saoudien. Ils discutent d'un élargissement de la coopération économique et sécuritaire. Ce sont de nouveaux sujets qu'ils abordent. Auparavant, il s'agissait uniquement de rapprochement et simplement de ne plus être ennemis. À mon avis, ils avancent. Nous pouvons être pessimistes quant à ce qui se passe. Mais après tout, en voyant comment les décideurs de ces deux pays comprennent d'une certaine manière la réalité cruciale et fragile du Moyen-Orient, il semble que cette réalité rapproche tous ces acteurs, ce qui contraste avec la politique d'Israël et ce qu'ils font. Je pense que nous assistons à une reconceptualisation de la sécurité dans la région. Et nous avons toujours pensé, au sein du commandement unifié où j'ai servi, parce que c'était le fournisseur de force à l'époque, qu'il n'y avait pas de Central Command. Le Central Command n'était qu'une toute petite cellule à Tampa, en Floride. C'est tout. Ils n'avaient pas de quartier général avancé ni rien. Nous leur avons tout donné. Nous leur avons donné leurs navires, nous leur avons donné leurs avions et tout le reste. À cette époque, nous n'avions pratiquement pas de troupes au sol dans la région. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce dont nous parlions au Pacific Command, le fournisseur de force pour la région au début des années 80. Nous parlions non pas d'une organisation de type OTAN, mais d'une véritable organisation de sécurité. Et ce n'était pas non plus le CCG. C'était une véritable conceptualisation d'une organisation de sécurité. Et devinez qui il fallait inclure. Il fallait inclure Téhéran, car qui est l'hégémon reconnu si l'on veut? Je n'aime pas ce terme, mais dans le Golfe, c'est l'Iran. C'est l'Iran. Saddam Hussein aspirait à l'être, et il a lancé une attaque contre eux lorsqu'il pensait qu'ils étaient extrêmement faibles après la Révolution. Et ils auraient marché sur Bagdad si nous ne les avions pas arrêtés. Ce sont eux la puissance dans le Golfe. À Riyad et ailleurs, ils commencent enfin à en prendre conscience. Comment arrêter ce qui se passe avec le soutien, par exemple, d'Al-Ansar ou des Houthis? Eh bien, soit on les intègre, soit on intègre leurs mentors, leurs fournisseurs. Vous pouvez vous débarrasser de beaucoup de vos problèmes internes à la région, des problèmes dont les États-Unis n'ont rien à faire, pas vraiment, si vous parvenez simplement à une forme de rapprochement. Et c'est ce que nous essayons de favoriser. Maintenant, le gouvernement à Washington n'aimait pas ça. Nous avions là-bas à l'époque un commandant brillant, William J. Crowe, diplômé de Princeton, un homme vraiment intelligent, qui est ensuite devenu président des chefs d'état-major interarmés avant Powell.
il a mis en place cette alliance là-bas. Si vous voulez l'appeler une alliance formelle, ne l'appelez pas le Conseil de coopération du Golfe. Appelez-la l'Alliance du Golfe Persique ou du Golfe Arabique, ou appelez-la le Golfe Arabo-Persique. Peu importe. Vous seriez étonné de voir combien de personnes se sont disputées à ce sujet, à savoir s'il fallait l'appeler le Golfe Arabique ou le Golfe Persique, et ont accusé les Britanniques d'en avoir fait le Golfe Persique. Et ils auraient des intérêts qui seraient proportionnels et mutuels. Ils pourraient se protéger mutuellement, et l'Iran serait le grand protecteur dans cette alliance. Et cela ne constituerait pas une force hostile pour les autres si tous parvenaient à un accord raisonnable. De plus, cela permettrait de protéger ces 20%, ou quel que soit le chiffre exact. Et Nima, on m'a dit qu'il y a tellement de pétrole sous le désert occidental en Irak que s'il était correctement exploité, il reléguerait l'Arabie saoudite au second plan. Et bien sûr, nous avons découvert d'autres gisements dans le monde qui vont éclipser l'Arabie saoudite aussi, en particulier dans l'Arctique. Mais la situation pétrolière ne va pas disparaître, et nous allons en dépendre pendant au moins encore 50 ans, probablement. Dieu nous préserve de nous détruire de cette façon. Mais la situation dans le Golfe pourrait être transformée de manière positive pour l'Iran, pour l'Arabie saoudite, pour les autres États arabes. Mais il faudrait probablement se débarrasser d'Israël. Vous m'avez entendu le dire. Il faudrait probablement se débarrasser d'Israël. Et justement en ce moment, Bibi, par son incompétence et sa nature horrible et meurtrière, est en train de le faire. Alors les accords d'Abraham, et pourquoi pas les accords de Téhéran? Maintenant, il voudra empêcher cela. Il voudra faire la guerre. Il veut faire la guerre à l'Iran. Je suis convaincu que s'il attaque à nouveau l'Iran, il n'obtiendra rien d'autre que la dévastation pour Israël. Exactement. L'Iran serait bien plus uni qu'auparavant. Et l'armée iranienne apprendrait, car elle a tiré des leçons de cette guerre de 12 jours entre les deux. Ils ont beaucoup appris. Ce fut un processus d'apprentissage pour tous les participants. Mais pour les Iraniens, c'était un enjeu énorme, car après la guerre contre l'Irak, il n'a eu aucune confrontation avec ce Straits. Eh bien, c'était dévastateur. Je me souviens que l'ayatollah, je crois que c'était l'ayatollah, a effectivement déclaré « Je dois arrêter parce que la résolution des Nations Unies était tellement puissante. » Et les États-Unis soutenaient les deux camps, puis ont pratiquement tout changé. Quand il a semblé que l'Iran pourrait atteindre Bagdad, nous avons transféré tout notre soutien à Bagdad. Et donc, vous savez, il a dit « Je ne peux pas mener cette fichue guerre. » C'est essentiellement ce qu'il a dit. Et enfin, je vois qu'Israël pousse tous les acteurs du Moyen-Orient à se rapprocher. Aucune autre option n'est envisageable pour les Israéliens. Jusqu'à présent, nous n'avons vu aucun signe indiquant qu'ils essayent, d'une manière ou d'une autre, de manipuler les choses pour se rapprocher d'un camp en particulier. Ils tiennent ce discours parce qu'ils pensent qu'aux États-Unis, certaines personnes pourraient adhérer à ce genre d'argument. Mais au fond, ils considèrent tous ces acteurs comme leurs ennemis. Kushner, Jared Kushner, doit être en train de faire une crise de panique, car il s'imaginait des milliards de dollars affluer dans ses coffres grâce aux accords d'Abraham et à ce qui devait suivre. Et je pense que tout cela est en train d'être largement compromis en ce moment, voire totalement. Si Larry, la stratégie à long terme des États-Unis au Moyen-Orient consiste à ce qu'Israël attaque tous les pays de la région, cela mettrait la question de la sécurité régionale sur la table pour les pays qui pensaient que les États-Unis leur garantiraient une certaine forme de défense. Mais cela ne s'est pas produit lors de l'attaque.
Et si j'étais qatari, je dirais, donc, si demain Israël décide de nous attaquer, de tuer l'émir, qui va nous défendre? So if tomorrow Israel decides to attack us, to kill the emir, who's going to defend us? What we going to do about it? Que va-t-on faire à ce sujet? C'est une bonne question, et je suis sûr que ce genre de questions dans une démarche d'auto-introspection se pose en ce moment même à Doha. Je ne peux que deviner ce qu'ils pensent et comment ils réagissent. Mais je les observe depuis longtemps, tout au long de la guerre Iran-Irak, qui fut probablement la confrontation la plus sanglante de cette région depuis très très longtemps. Et j'en suis venu à comprendre, je crois, qu'ils essayent toujours de maximiser leurs chances, principalement en dépensant de l'argent là où il le faut. Mais aussi, ils ne prennent pas de décisions impulsives, ni rapides, ni même stupides. Ils protègent farouchement leurs richesses, ainsi que leur position politique, dont on ne sait jamais vraiment où elle va mener. Et c'est une préoccupation majeure pour tous, de Bahreïn jusqu'à Riyad et au-delà. Nous en parlions souvent au quartier général du commandement du Pacifique. On ne savait jamais où ils allaient se trouver d'un jour à l'autre. C'était, je pense, tout à fait vrai dans les années 80 et même dans les années 90. Quand j'ai rejoint Powell au Pentagone, c'était encore le cas, même si nous rencontrions Bandar tout le temps. Powell et Bandar étaient très proches. Ils se parlaient constamment, le prince Bandar. Et Turki Al-Faisal aussi. J'avais l'habitude de déjeuner avec Turki Al-Faisal, qui était alors à la tête des services de renseignement saoudiens. Je m'asseyais à table et je l'écoutais discourir avec éloquence sur toutes sortes de choses dont je savais pertinemment qu'il mentait. Parce que j'avais eu un briefing des services de renseignement avant de m'asseoir avec lui. Donc on ne sait jamais où ils vont en venir. Mais je pense que cette fois c'est différent. Depuis 40 ans maintenant, j'ai été exposé à cela. Je pense que c'est différent. Et je pense que cette différence est due à Bibi Netanyahou et au massacre qu'ils l'ont vu perpétrer. Et on m'a informé de manière fiable qu'ils ont encore de gros problèmes à maintenir le calme dans la rue, parce que la rue est au courant. On ne peut pas, à notre époque, empêcher que la nouvelle de ces massacres et tueries parvienne à ces gens. On peut peut-être la cacher aux Américains, parce que les médias traditionnels sont tellement défaillants qu'ils ne leur disent jamais rien. Mais même Kirk voyait cela. Il voyait cela. Il comprenait ce que Bibi faisait à ces gens, et il le disait. Je pense que c'est en partie le problème que nous avons avec toute tentative réelle d'enquête sur la façon dont tout cela s'est produit. Mais en même temps, pour revenir à votre point, je pense que les Arabes montrent un nouveau visage. Je ne sais pas ce que cela signifiera. Au final, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Je pense que leur modus operandi reste de payer pour la solution. C'est-à-dire, c'est leur modus operandi. Payer pour la solution et conserver le pouvoir politique, que ce soit la Maison des Saouds, l'émir du Qatar ou un autre. Je ne pense pas que cela changera. Il n'y aura pas d'émergence soudaine de la démocratie libérale dans le Golfe de sitôt, contrairement à ce que certains pensaient pendant le printemps arabe, ce qui relevait totalement du rêve éveillé. Mais cela pourrait être positif. Cela pourrait être positif. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la démocratie libérale est la solution aux problèmes du monde. Non, jamais vous ne m'entendrez dire que certains peuples ne pratiquent pas bien la démocratie libérale. Regardez à quel point nous la pratiquons mal en ce moment. Si vous voulez montrer au monde un système de gouvernance qu'ils n'ont même pas envie d'essayer, regardez les États-Unis et la démocratie libérale telle qu'elle y est appliquée. Nous sommes un désastre. Si j'étais un État quelconque en Asie du Sud-Est ou n'importe où dans le monde d'ailleurs, en regardant la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne ou certains pays scandinaves aujourd'hui, je me demanderais, vais-je les imiter? Jamais de la vie. Je préfère mon autocratie. Merci beaucoup.
Et on observe cela aussi partout en Asie centrale. Regardez Dushanbe, regardez Tashkent, regardez Samarcande, regardez ces villes en pleine croissance, magnifiques, avec certains des meilleurs hôtels du monde aujourd'hui. Pas à New York, pas à Londres, pas à Paris, mais dans ces capitales d'Asie centrale. Voilà la transformation qui a eu lieu, et elle s'est produite sous des autocrates. Qui donne le meilleur exemple? Who's showing the best example? Larry, how do you see the case of Larry, Cyprus? comment vois-tu le cas de Chypre? Penses-tu qu'il s'agit d'une continuation du conflit entre Israël et la Turquie en Syrie? Parce que le cas de Chypre m'a en quelque sorte étonné, puisque pendant les 12 jours de guerre, nous avons appris que de nombreux Israéliens se rendaient dans le sud de Chypre. Oui. And British flights are out of Cyprus. Et les vols britanniques partent de Chypre, survolent Gaza. Je pensais qu'ils allaient arrêter. Starmer a dit qu'il les avait arrêtés. Ce n'est pas le cas. Ils continuent. Ils continuent toujours. Ils continuent de transmettre des données, de télécharger des données pour les Israéliens. Oh, il y a un gars du Hamas sur ce bâtiment. Ah bon, comment le sais-tu? Je l'ai vu depuis un avion britannique. Chypre, Grèce, Turquie, Israël, même Malte, et le Liban. Je veux dire, regardez ce que Netanyahou a essayé de faire. Il a maintenant tenté de s'emparer de tout ce qui a été découvert en Méditerranée orientale au cours de la dernière décennie. Gaz, pétrole. Il a voulu tout prendre. Il pense qu'il a obtenu Gaza, parce que Gaza ne sera plus une non-entité maintenant. Ce sera un territoire israélien. Donc il a tout cela, et ses prochaines actions seront, s'il s'en sort, ce qui n'arrivera pas, mais sa prochaine action serait de menacer Chypre et le Liban concernant leurs ressources. Il veut tout. Et voici ce dont la Russie parle. Elle est prête à renforcer la coopération militaire avec l'Irak. Avec l'Irak? Avec l'Irak? Oh, je n'avais pas entendu cela. Oui, je pense qu'ils voient le vide. Ils voient le vide dans la région. C'est pourquoi ils essayent de... Je dirais que la Chine ferait la même chose. Et regardez d'où nous sommes partis. Parce que lorsque nous avons entamé les négociations avec toutes les personnes qui allaient finalement former la coalition qui a mené la première guerre du Golfe, bouclier du désert, tempête du désert pour nous, lorsque nous avons mené ces négociations, savez-vous qui nous a beaucoup aidés avec l'Irak et d'autres pays de la région? Et l'Irak était celui que nous allions attaquer. Gorbatchev, parce qu'il savait tout. Son équipe, en particulier son état-major de la défense, savait tout parce qu'ils avaient été en Irak. Il leur avait vendu leur T-72 et leur T-54. Je veux dire, ils connaissaient tout de la garde républicaine, etc. Et Gorbatchev était très ouvert parce qu'il avait compris que Bush était sérieux à propos de la mise en œuvre du mandat de l'ONU, qu'il comptait le faire avec une force robuste de Syriens, de Français, d'Égyptiens, et le faire correctement, puis s'arrêter, pas conquérir l'Irak. Et Gorbatchev était une personne très coopérative. Il a bien fait une tentative auprès de Saddam Hussein et a essayé de le convaincre, vous savez, de se retirer, de faire sortir ses troupes du Koweït. Mais ça n'a pas fonctionné. Merci beaucoup, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. Chaque fois que nous parlons ainsi, je souhaite le retour de H.W. Bush. Il avait ses défauts, mais il comprenait la technique et l'expertise opérationnelle d'Eisenhower. Et vous savez, ce n'est pas rien de dire que nous avons perdu tous ceux qui avaient vécu la Seconde Guerre mondiale et qui comprenaient ce qu'était une conflagration aussi colossale, 100 millions de victimes, la Seconde Guerre mondiale, et qui étaient absolument déterminés à ne pas laisser cela se reproduire, et certainement pas avec des armes nucléaires. Il a été le dernier. Bill Clinton était un novice. C'était un idiot. Un idiot. Je l'ai vu de près pendant la première année de son mandat. C'était un idiot.
Nous sommes passés d'un leadership plutôt correct après la Seconde Guerre mondiale à des idiots. Et toi, Nima, ainsi que le reste du monde en souffrait. And you, Nima, and the rest of the world are suffering. I hope J'espère que quelqu'un à Washington montrera cette vidéo de Nixon à Donald Trump. Voici ce que Nixon a dit à propos d'Israël avant de conclure. Here's what Nixon said about Israel, Larry. Le fait est que les Juifs américains soutiennent Israël, et je l'ai compris. Et le fait est que chaque premier ministre israélien que j'ai connu a sollicité les Juifs américains pour exercer autant de pression que possible dans le processus politique sur les présidents américains. C'est compréhensible. Je ne m'y oppose pas. Maintenant, un président ne doit pas céder à cela à chaque occasion. Permettez-moi d'expliquer quelque chose à propos de ce qu'on appelle le lobby juif dans ce pays. Tout d'abord, les Juifs, de manière compréhensible, aux États-Unis, à cause de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, à cause de la Shoah, vont accorder la priorité à la survie d'Israël. Maintenant, aussi bons Américains qu'ils soient, ils croient que la survie et la sécurité de l'Amérique sont directement liées à celle d'Israël. En d'autres termes, ils pensent qu'être d'abord pour Israël ne signifie pas que l'on met l'Amérique au second plan, car pour eux, les deux vont de pair. Cependant, à mon avis, un président américain doit aborder la question différemment. Il doit toujours penser d'abord à ce qui est le mieux pour l'Amérique. Et cela vaut que cela concerne les Israéliens, les Irlandais, les Allemands ou qui que ce soit d'autre, les Polonais, etc. D'habitude, ce qui est bon pour l'Amérique l'est aussi pour Israël, et vice-versa. Mais parfois, par exemple, un président américain doit prendre une décision qui, en réalité, ne donne pas un chèque en blanc aux Israéliens. Et un exemple de cela est une décision que j'ai prise. J'ai décidé, dès le début de notre administration, que nous allions chercher à établir de bonnes relations avec l'Égypte et d'autres voisins d'Israël. Beaucoup de mes amis israéliens n'ont pas aimé cela parce qu'ils voulaient une relation privilégiée avec Israël et seulement Israël. Mais j'ai toujours dit que les intérêts sont mieux servis en ayant les États-Unis comme amis. Un homme assez sage. Pretty wise man. Il n'avait pas vraiment de bon sens quand il s'agissait, vous savez, de s'enregistrer lui-même dans le bureau ovale. Il vient de le dire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à Washington pour entendre ce qu'il vient de dire. No, nor any of the other presidents, even LBJ, Non, who was ni aucun des autres présidents, même pas LBJ qui était un vaurien. LBJ était en grande partie responsable, selon moi, de leur avoir donné l'arme nucléaire. Kennedy avait été absolument opposé à ce qu'Israël obtienne l'arme nucléaire. Je veux dire, farouchement opposé. Et c'est une autre raison pour laquelle je pense qu'il pourrait y avoir eu plusieurs composantes dans cet assassinat. La CIA, le Pentagone et le Mossad. Je pense que les trois ont eu un rôle dans l'assassinat de Kennedy parce qu'il était fermement opposé à ce qu'Israël possède l'arme nucléaire. Johnson, lui, ne l'était pas, vous savez. Cela, l'assassinat de Kennedy leur a permis d'obtenir l'arme nucléaire. Kennedy's assassination got him a nuclear weapon. History books are going to be rewritten. Les livres d'histoire vont être réécrits au cours des 100 prochaines années, Nima. Et l'un des endroits où ils seront réécrits de la manière la plus vive et la plus surprenante concerne la relation entre ce minuscule petit bout de terre à l'extrémité orientale de la Méditerranée, appelé Israël, et l'Empire. Parce que ce minuscule petit bout de terre, tout en étant utilisé par l'Empire à ses propres fins, a vraiment semé le trouble au sein de la direction et des fonctions de l'Empire, jusqu'à organiser des assassinats, dont l'un était probablement celui de Kennedy. Oh, nous ne pouvons pas permettre que cela se produise en Amérique. Nous sommes une démocratie libérale. We can't have that happen in America. We're a liberal democracy. We kill people every freaking day of the week, Nima. Nous tuons des gens tous les jours de la semaine, Nima, dans cette démocratie libérale, dans la rue, sur les routes secondaires,
sur les autoroutes. Et tu sais, j'ai lu un article ce matin, Nima, à propos de la Californie et de ce qu'ils essayent de faire avec la Chine, ce qui est tellement important pour l'économie californienne et au final tellement important. Et j'ai appris cela avec le président Powell. J'ai appris qu'à un moment donné, 90% du budget de la défense allait à la Californie. Je veux dire, ils ont une telle relation avec la Chine en ce moment. Et Trump aggrave tellement la situation et essaye vraiment de la détruire qu'on a envie de pousser la Californie vers un statut d'État séparé. Vous voulez faire quoi? La 8e plus grande économie du monde, ou quelque chose comme ça. Elle pourrait très bien se débrouiller toute seule. Peut-être qu'on construira une clôture autour de la Californie pour vous empêcher d'entrer. Empire. Je veux dire, vous savez, on parle de la réalité ici, c'est ce qui se passe. Et cette femme qui dit en gros « Bitkoff », ou qui dit « Vous ne combattez pas le fascisme, vous déroulez le tapis rouge pour lui ». Ce genre de choses pourrait provoquer ça en un éclair. J'enverrai l'armée des États-Unis en Californie pour les empêcher de faire sécession de l'Union. Les gens pensent que ce genre de choses ne peut pas arriver. Ils sont fous. Ça peut arriver. People think that kind of thing can't happen. They're crazy. It can. Oui, South America's not the only place where they have revolutions. L'Amérique du Sud n'est pas le seul endroit où il y a des révolutions. D'ailleurs, mon ami vient de partir pour... Mince, je me souviens plus. Il y a des élections là-bas en ce moment. C'est la Bolivie? Où est-ce que c'est le plus? Ça pourrait être la Bolivie, oui. Elle y va pour acheter un bien immobilier parce que quand il y a des élections, les prix de l'immobilier baissent ou quelque chose comme ça. Donc, elle se dépêche d'y aller pour acheter. Intéressant. Tu connais ce phénomène où on construit un immeuble et seul le rez-de-chaussée et peut-être les appartements du 2e ou du 3e étage sont loués, des gens y vivent, et ceux des étages supérieurs sont loués au fil du temps, et tu peux les avoir moins chers et emménager 3 ou 4 ans plus tard. Oui, c'est un peu ce qu'elle cherche. C'est plutôt malin en fait. Tu finances la construction, en gros, et l'aménagement jusqu'en haut au fur et à mesure. Et tu gagnes plus d'argent avec les appartements déjà loués. C'est très astucieux. Exactly. It's so. exactement. Je connais ça parfaitement. Je parie que c'est aussi ton cas à cause de ton travail. Merci beaucoup, Carl. Thank you so much, Carl. Prends soin de toi. Grand plaisir comme toujours. À bientôt. À vendredi. Et vendredi. Prends soin de toi. Thank you. Au revoir.